Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. C'est un nouveau numéro de 2 heures de marche sur Montagne TV depuis Méribel avec une météo coup-ci coup-ça, entre neige et pluie. Mais on s'y fait quand même. D'ici quelques instants, nous irons nous mettre à l'abri au Savoie, un hôtel qui se trouve juste derrière moi. M'attend de là-bas Didier Bruno, il est membre du directoire de la Caisse d'épargne de la région Rhône-Alpes et il a mis en place différentes opérations à destination des jeunes pour en faire de jeunes entrepreneurs. Il nous dira tout dans le cadre de cette émission. Nous retrouvons également Côme Vermeersch, il est le directeur de Savoie Mont-Blanc Tourisme, la société qui est là pour promouvoir la Savoie et la Haute-Savoie un peu partout à travers le monde. Et nous découvrirons avec lui ce que la montagne nous prépare pour l'été prochain. Tout cela, c'est dans 2 heures de marche et ça commence tout de suite, le temps de me rendre là-bas. Nous voici donc aujourd'hui à Méribel pour un nouveau numéro de 2 heures de marche. Nous sommes à l'intérieur de l'hôtel Le Savoie, dans l'espace bibliothèque, juste à côté de la salle de restaurant. C'est pour ça que vous entendez un petit peu de bruit. Les gens sont en train de déjeuner et ça a l'air d'être furieusement bon. C'est un lieu qui invite à la décontraction, je ne sais pas ce que vous en pensez. Tout à fait Stéphane, c'est vraiment très agréable. On va avoir du mal à se concentrer. Il n'y a plus de touristes et pour nous, donc on est tout seul. Mais on va y arriver quand même. Permettez-moi de vous présenter Didier Bruno, membre du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Je suis ravi de vous rencontrer. Vous êtes un acteur incontournable du secteur économique, je dirais, dans la région. Vous êtes aux côtés de nombreuses stations, des équipementiers, des industriels également de la montagne. Et votre actualité, c'est effectivement de suivre les jeunes étudiants au travers effectivement de différents projets. Et vous avez mis en place effectivement différentes opérations, on va en parler d'ici quelques instants, mais restons dans l'actualité. Il y avait les Oséades le mois dernier. Ça consiste en quoi exactement les Oséades? Les Oséades, c'est un endroit, un lieu de rencontre où nous, ça nous permet de faire dialoguer entre eux les agents économiques qui œuvrent dans la montagne. On les côtoie au quotidien, que ce soit les maires, que ce soit les conseillers municipaux, les conseillers généraux. C'est les entreprises aussi, bien sûr, les équipementiers. C'est aussi tous les partenaires institutionnels, ceux qui travaillent sur France Montagne, ceux qui travaillent pour la Fédération française de ski, etc. Donc on a tous relationnel et on profite de Zéad pour vraiment les mettre autour d'une table, pour vraiment vivre une vraie rencontre avec des acteurs de la montagne. Parce qu'on pense que la montagne, c'est un très bel actif, c'est un actif à protéger, mais c'est surtout un actif à valoriser. Et ça ne passera, cette valorisation, que si les gens discutent entre eux et si les gens échangent sur les problématiques, notamment les problématiques économiques qui se posent à la montagne aujourd'hui. Alors, c'est dans ce cadre-là. En dehors des partenariats futurs qui peuvent s'opérer dans le cadre de ces opérations, j'imagine que c'est aussi la possibilité de découvrir de nouvelles idées, de nouvelles orientations peut-être pour la montagne. Oui, tout à fait. Trouver des innovations, que ce soit sur le plan touristique, que ce soit sur le plan image, que ce soit sur le plan économique. Je crois que la montagne, elle existe depuis longtemps. J'allais dire, elle est bien installée, mais elle doit vivre cette montagne, parce qu'il y a des nouvelles concurrences. Les consommateurs n'ont pas toujours les mêmes attitudes. Le consumérisme évolue. Et puis il y a des contraintes économiques, des contraintes climatiques. Enfin, il faut s'adapter à tout ce monde changeant. Et donc, les Oséades, c'est vraiment un lieu privilégié, un moment privilégié pour pouvoir débattre de tout ça. Et la montagne va offrir peut-être prochainement un nouveau visage. Vous en serez certainement les initiateurs avec un thème que vous avez développé qui s'appelle Montagne Nouvelle Définition. Voilà. Ça veut dire quoi exactement? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il faut partir à la base. À la base, nous, on est une banque régionale. On est détenu par 650 000 Rhône-Alpins. Et dans cette belle région, les 5 départements que nous couvrons, il y a cet actif qui est la montagne. Très très belle active, comme je vous l'ai dit, on travaille aussi bien avec les collectivités qu'avec les entrepreneurs, qu'avec les professionnels de l'immobilier, qu'avec les associations ou les institutionnels. On a beaucoup de partenariats sportifs et institutionnels. Et on s'est dit, c'est très très bien, mais il faut mettre un peu plus de profondeur, il faut mettre un peu plus de sens dans toute cette action qu'on fait à la montagne, qui n'est pas toujours bien vue au sens pas toujours visible, qui n'est pas toujours des fois dans la cohérence. Donc on s'est dit, il faut vraiment, vis-à-vis de nos collaborateurs et surtout de nos clients, trouver un peu un sens, trouver une stratégie, trouver une direction. Et on s'est dit, on va travailler sur la montagne nouvelle définition, avec des axes très précis. Un premier axe qui est parti de notre constat. Moi, je suis jeune Rhône-Alpin, j'ai moins de 10 mois dans la région. Comme je vous l'ai dit, la montagne, c'est un bel actif, mais ça coûte cher, la montagne.
Les montagnes, il y a des problèmes de sécurité. La montagne, il y a peut-être aussi des évolutions de patrimoine immobilier à faire pour accueillir des nouvelles typologies de touristes. Bref, il faut qu'on arrive peut-être à démocratiser l'accès à la montagne, l'accès au ski. Et on s'est dit, tiens, voilà quelque chose qui est bien en phase avec les valeurs de la Caisse d'épargne, qui est une banque mutualiste, proche de ses clients, avec un ancrage régional fort. Démocratiser l'accès à la montagne et au ski, ça paraît être un axe fédérateur important. On aurait pu l'appeler peut-être aussi montagne nouvelle génération, parce que ça s'axe véritablement sur les jeunes, sur les étudiants également, à travers 2 opérations qui sont Sport en ville et également Campus Création. Tout à fait. Alors on a un partenariat qui est important avec Sport dans la ville, qui à la base est une association lyonnaise, et puis qui maintenant, compte tenu de la qualité de ses animateurs et de son succès, commence à rayonner un petit peu en France. Combien de jeunes font partie de l'association maintenant, à peu près? À peu près plusieurs centaines, plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers, puisque maintenant il y a des opérations en Ile-de-France. Donc nous, on a toujours été un partenaire important de Sport dans la ville, à Lyon bien sûr et dans la région. Et on s'est associé avec eux parce qu'on s'est dit, sur le travail vraiment de la démocratisation de l'accès au ski, Sport dans la ville, qui est une association qui prône l'insertion de jeunes, on va dire, défavorisés dans le monde économique et social par l'intermédiaire du sport, et on s'est dit, là, on est vraiment en phase avec l'objet de cette association. Ce sont des jeunes qui vont découvrir la montagne et encadrés bien sûr par des professionnels. C'était le cas il y a quelques jours encore à l'Elex, dans le Jura. Tout à fait, à l'Elex. On a commencé une première opération le week-end dernier, sur 2 jours. Je crois que ça a eu un grand succès. C'est aussi permettre à des gens qui n'ont pas eu l'occasion, la chance d'aller à la montagne, de redécouvrir la montagne. On l'a beaucoup découvert par les classes de neige quand on était jeune. Moi, je suis parisien, donc c'est comme ça que je connaissais la montagne. Je crois que là, on est en train de prendre le relais pour qu'une nouvelle génération vienne à la montagne. Et un calendrier avec plusieurs effectivement rendez-vous dans l'année. Oui, avec plusieurs rendez-vous dans l'année. Donc ça, on commence c'est de l'expérimentation sur 2012 et puis ensuite sur 2013 puis ensuite 2014, 2015. On va essayer un petit peu d'ancrer ça dans la durée. D'accord. Voilà. Campus Création, on en parle maintenant, c'est pas une nouveauté, ça a déjà existé? Bien sûr, ça existe. Vous savez que c'est une initiative intéressante de la région et du Grand Lyon, et qui est gérée par la fondation de l'Université de Lyon, autour de vraiment des parcours entrepreneuriaux pour les étudiants. C'est assez original, ça permet de rapprocher les étudiants du monde de l'entreprise avec sa complexité, avec ses spécificités. Et nous avons choisi toujours autour de notre thème montagne nouvelle définition. Là aussi repartons à l'origine, se dire la montagne elle vit l'hiver, et cette année je crois que ça a été une belle saison, mais la montagne elle ne vit pas toute l'année, donc il faut aussi réfléchir à trouver des innovations, à trouver des créneaux pour que la montagne vive l'été. On a imaginé des partenariats avec la Fédération française des pêcheurs, avec la Fédération des randonneurs, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire à la montagne. Bien sûr. C'est pas très connu, je crois qu'il y a moins de 1% des Français qui vont à la montagne l'été, donc il faut que ça passe de concept à réalité. Et on s'est dit que la meilleure chose, c'était de faire bosser des étudiants sur ces thématiques. Donc il y a à peu près 500 étudiants qui travaillent, qui vont nous livrer un petit peu le fruit de leur réflexion sous forme un peu de mémoire. C'est un travail d'équipe? C'est un travail d'équipe. Et puis ensuite, il y a un jury, il y a une finale, enfin il y a toute l'animation autour de cette manifestation. La finale, ça se passera au mois de mai, c'est à Lyon, c'est ça? Au mois de mai à Lyon. Et puis ensuite, donc, les étudiants et les dossiers qui sont sélectionnés, on va les accompagner. Il y a une bourse avec un prix. Et ensuite, on pense que c'est une façon d'être assez près du terrain, d'associer des jeunes générations sur une thématique d'intérêt général. Quand on est rhône-alpin, on ne peut pas du tout ne pas s'intéresser à la montagne. Et leur faire découvrir certainement aussi des activités professionnelles dont ils ne soupçonnaient peut-être même pas l'existence. Pas du tout. Parce que l'artisanat est très présent également, l'artisanat d'art est très présent également en région. Tout à fait, l'artisanat d'art, les entreprises, les industries. On va vraiment leur ouvrir tout notre carnet d'adresses et tout l'écosystème qu'on a réussi à bâtir autour de la montagne. Ces 540 étudiants sont basés uniquement sur Lyon ou dans les autres grandes villes de la région? Non, ils sont dans les grandes villes. Ils sont dans les grandes villes, donc c'est vraiment... c'est vraiment le territoire, qui va concourir. Ce qui est important parce que nous on est banque Caisse d'épargne Rhône-Alpes, on n'est pas la Caisse d'épargne de Lyon, on est Caisse d'épargne Rhône-Alpes, donc on est à Annecy, à Chambéry, à Bourg-en-Bresse, à Grenoble et bien sûr à Lyon. Donc il fallait absolument que toute cette réflexion montagne nouvelle définition soit une réflexion au plus près des utilisateurs, au plus près des citoyens de la région.
Quand on est étudiant, c'est vrai que le nerf de la guerre dès qu'on a un projet, c'est forcément l'argent. Oui. Et d'avoir aujourd'hui une banque qui est partenaire et qui encourage les étudiants à aller dans ce sens-là et à entreprendre, c'est pas une mauvaise chose. J'imagine que pour cette année, les candidatures sont déjà bouclées. Oui. Et comment on fait pour s'inscrire pour l'année prochaine? Eh ben donc ça va être lancé juste avant les vacances ou juste après les vacances. La deuxième session va être lancée. Il n'y a pas de conditions Voilà. particulières, hormis le fait d'être étudiant. Tout à fait, tout à fait. Je crois que c'est quelque chose de relativement libre. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait on va dire, le goût d'un peu de l'aventure entrepreneuriale et puis surtout la curiosité, de se dire dans cette région, qu'est-ce qui se passe? Il y a certainement plein de choses à imaginer, plein de choses à faire. On connaît cette montagne depuis tout petit, on la connaît. Oui, mais comment elle va évoluer cette montagne? Comment est-ce qu'on peut la valoriser? Et est-ce que les entreprises desquelles vous êtes aujourd'hui partenaire jouent le jeu et ouvrent leurs portes justement aux étudiants pour leur faire découvrir leur activité? Oui, tout à fait. Je crois qu'on a la chance d'être dans une région que moi je découvre avec un esprit très entrepreneurial. En région Rhône-Alpes, les gens travaillent bien main dans la main, que ce soit les agents économiques privés, que ce soit les élus. On sent qu'il y a un climat très entrepreneurial et ça se traduit sur le terrain très concrètement. Les grands équipementiers avec qui nous sommes en relation nous ont promis d'accueillir des étudiants pour des sessions de réflexion, pour des découvertes, des visites d'usines. Enfin, il y a vraiment un partenariat qui sera très, très concret. On dit souvent que pour réussir, il faut savoir bien tisser son réseau. Aujourd'hui, c'est ce que vous faites. Vous permettez justement à des étudiants d'entrer dans un réseau de chefs d'entreprise. Voilà, je crois que le rôle d'une banque, vous savez, les banques, les Français, on dit n'aiment pas les banques, mais aiment bien leurs banquiers. Et ça, c'est vrai qu'on le vit au quotidien. Nous, on est une banque régionale, donc on a ce rôle vraiment de fédérer les initiatives et d'être un peu un tiers de confiance, d'être un peu le hub où les initiatives vont se rencontrer. Et ça, il faut qu'on le fasse avec, bien sûr, toutes les tranches, les citoyens, toutes les catégories. On a la chance d'avoir vraiment une vision à 360 degrés, du maire jusqu'à l'évêque, jusqu'au chef d'entreprise, et bien sûr jusqu'à l'évêque, jusqu'au... C'est quand même le nerf de la guerre de la Caisse d'épargne, qui est l'origine de la Caisse d'épargne. Donc ça, il faut qu'on en fasse profiter la région et nos concitoyens, cette vision 360 et cette capacité à mettre en perspective les initiatives, à relier les hommes et les femmes. Merci à vous. En tout cas, j'étais ravi de vous rencontrer. 10 mois dans la région Rhône-Alpes. Oui. Vous venez d'arriver, vous allez voir que c'est très décontracté. Je suis persuadé que si on se revoit dans un an, vous n'aurez plus la cravate. Voilà, tout à fait. Vous verrez, on vit très bien sans cravate. Merci en tout cas. Merci Stéphane. Merci mille fois. On va continuer à parler de montagne d'ici quelques instants avec Côme Vermersch. C'est le directeur de Savoie-Mont-Blanc Tourisme. On va savoir ce que nous réserve la montagne pour l'été. Vous allez voir qu'en matière de nouveautés, il y a encore plein de choses qui vont arriver. On se retrouve dans un tout petit instant. Nous voici de retour à Méribel, toujours à l'hôtel Le Savoie, et cette fois-ci en compagnie de Côme Vermersch. Je suis ravi de vous rencontrer, Côme. Bonjour Stéphane. Alors, donnez-moi un peu vos origines. Ce prénom et ce nom, ça vient de où? Alors le nom est un nom du sud, italien, le lac de Côme. Et le prénom est complètement... Et le nom de famille est complètement du nord. D'accord. La frontière avec la Belgique, le département du Nord, et plus exactement la ville d'Armentières. D'accord. Vous êtes passé des terrils à la montagne. Oui, en passant par Paris une grande partie du temps. Et l'altitude, ça va? On supporte? Très bien, très bien, très très bien. Alors vous occupez de Savoie-Mont-Blanc Tourisme depuis maintenant quelques années. On a envie de savoir ce que nous réserve la montagne pour l'été. C'est toujours la grande énigme. On dit, voilà, ça n'arrête pas de bouger, c'est en parfaite ébullition depuis maintenant quelques années. Beaucoup d'activités sont proposées, de nombreuses chaque année, des nouveautés. Qu'est-ce que vous allez faire? Quels seront les points forts pour cette année? Les points forts, effectivement, c'est d'essayer de mettre en avant des aspects, des activités, des pratiques, des occupations que les gens connaissent un peu moins bien. Alors on connaît la montagne, on sait que la montagne c'est une grande zone principalement d'activités sportives. Bien sûr. C'est aussi, et ça aussi c'est important dans les perceptions des visiteurs, c'est considéré comme un territoire de nature avec un environnement tout à fait remarquable. Mais on s'aperçoit que chaque année, les efforts des stations sont vraiment importants et qu'on nous réserve beaucoup de surprises. Alors cette année, on a mis en avant des activités, des thèmes qui commencent à se généraliser de manière très importante, à la fois en Savoie et en Haute-Savoie, sur ce territoire de Savoie-Mont-Blanc.
notamment en matière de ce qu'on appelle les stages, les académies, l'apprentissage. Donc on a énormément d'offres, énormément de propositions. Alors pour apprendre ou pour s'exercer à des activités culturelles, artistiques, bien sûr, sportives, mais des sports qu'on n'a pas l'habitude de croiser ou de voir en montagne. Sports liés au bien-être, à la décontraction ou aux soins du corps. Et puis des activités intellectuelles qui se développent. On a besoin de se réunir, on a besoin d'apprendre. Et certainement, c'est le cadre. C'est le cadre qui fait que voilà, ça marche assez bien et qu'il y a une forte offre et une demande importante qui se crée autour de ça. Alors, on peut évoquer cette notion de bien-être parce que c'est quelque chose qui est effectivement en train de prendre une grande ampleur aujourd'hui en Haute-Savoie. Toutes les stations l'ont bien comprise. Ouais. Il faut développer ces activités de bien-être avec peut-être des espaces aquatiques plus importants, avec des salles de massage également, un personnel dédié à cela. Oui, c'est ce qui est mis en place, c'est ce qui se développe. Vous savez, quand on regarde précisément, quand on interroge les séjournants, les touristes qui viennent en été en montagne, on est finalement assez surpris du profil qui s'en dégage. D'abord, il faut savoir que le sportif, le pratiquant de randonnée, d'escalade, de vélo, d'activité physique, ne représente que 50% de notre clientèle, contrairement peut-être à l'image un peu rapide que l'on peut en avoir, où on pense que c'est un territoire où on a... Il faut qu'on transpire. Voilà, il faut qu'on transpire, on a une forme physique olympique. Non, 50% de nos clients, des gens qui viennent dans nos montagnes, dans nos stations, sur nos lacs, dans nos vallées, sont des gens qui viennent avant tout, je le disais tout à l'heure, profiter du cadre et qui recherchent effectivement dans cet environnement magnifique, inégalé, qui recherchent des activités liées au bien-être, à la relaxation, au plaisir, au farniente, à rien faire, et puis surtout, ça c'est la grande tendance, à se retrouver entre amis, en famille. On sait combien le rythme quotidien de la vie habituelle nous amène à devoir effectivement quelquefois un petit peu négliger nos relations familiales ou amicales. Donc ça, c'est vraiment la grande préoccupation qui est en train de monter de la part de nos clients. Si on veut goûter l'espace et le silence, il n'y a pas de meilleur environnement que la montagne à cette période de l'année. C'est pas sur une plage de la Côte d'Azur où on aura chacun 1 mètre carré pour poser sa serviette qu'on va vraiment se reposer. Là, vous évoquez la notion de repos et de bien-être, on va vraiment la ressentir. Vous évoquiez aussi tout à l'heure justement les activités intellectuelles. Je crois que notre région ici n'a pas à rougir justement d'un patrimoine architectural important, d'un patrimoine gastronomique également important. Est-ce qu'il y a des actions qui s'opèrent dans ce sens-là? Oui, patrimoine architectural, gastronomique, un art de vivre. Plus globalement, un art de vivre, une culture, une façon de vivre qui est appréciée, qui est reconnue, qui est identifiée et qui suscite énormément d'engouement et d'envie de découverte. Alors, les festivals, les événements culturels, l'ensemble de ces activités marchent très bien, correspondent à des vrais besoins, à des vraies attentes de la part de la clientèle. Découverte du patrimoine. Par exemple, ici, nous sommes en Savoie, dans la Tarentaise, les chemins du baroque, notamment, organisés, mis en place depuis quelques années par la FACIM, un organisme culturel extrêmement intéressant, connaît un succès important, grandissant, pratiquement 100 000 visiteurs sur l'été, sur cette thématique, visiter les églises baroques de cette partie du territoire. Donc on voit effectivement qu'en été, on va circuler, on a besoin d'être comme une autre destination, c'est-à-dire qu'en gros, de profiter de l'ensemble des possibilités qui sont offertes. Et encore une fois, 50% de nos clientèle ne vient pas ici pour une activité physique particulière, mais profiter de cette culture, de cette identité, de ce qui fait le charme, l'attraction de la montagne en été, ce paysage absolument merveilleux, cette ambiance, nos stations-villages, faut quand même rêver, c'est quand même tout à fait unique. Mais il y en a pour tous les sens, le goût, l'odeur, la vue, tout le monde est comblé. Tout le monde est comblé. La France est toujours une des destinations touristiques les plus prisées à travers le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, une clientèle étrangère est friande de la montagne également durant cette période estivale? Alors, dès qu'effectivement on va s'adresser à la clientèle étrangère en été, il faut être honnête, c'est qu'on va se trouver confronté à la concurrence internationale.
D'ailleurs, la clientèle étrangère en été ne représente que, en moyenne, 30% de notre fréquentation, ce qui est beaucoup plus faible que, bien entendu, la clientèle étrangère en hiver, bien sûr. Qui est pratiquement 50% de notre clientèle. Alors, là, effectivement, le niveau d'attente est assez élevé, d'autant plus que nos concurrents, je pense à l'Autriche, je pense à la Suisse, je pense aussi à l'Italie, ont une culture, ont une approche, une économie de la montagne qui est aussi largement fondée sur la saison estivale, avec des prestations, avec des activités, avec un patrimoine extrêmement intéressant et important. Donc oui, là, on est effectivement en compétition et c'est là où il faut faire principalement nos efforts de promotion sur ces marchés étrangers pour attirer une clientèle. Mais le monde s'ouvre. Nos montagnes sont connues dans le monde entier. On vient d'ailleurs du monde entier, plutôt en été, pour les voir, pour les contempler, pour se photographier. C'est aussi ça. Alors, je sais que votre société joue un rôle en matière de promotion. Est-ce qu'il joue également un rôle en matière de formation pour des personnes qui pourraient être amenées à nous faire visiter des richesses de la région? Pas directement. Mais vous pouvez avoir malgré tout une certaine influence sur les communes. En tout cas, on travaille étroitement avec les organismes ou les acteurs touristiques en charge de l'accompagnement du service pour accéder justement à ces aspects, à ces atouts. Alors que ce soit dans le domaine de la nature, par exemple, parce qu'on parlait tout à l'heure de la randonnée, de la balade, la forte demande, elle porte sur l'accompagnement. L'accompagnement, sortir avec quelqu'un spécialisé qui va pouvoir nous faire découvrir, nous ouvrir les yeux, nous expliquer peut-être un univers qu'on connaît pas bien. Dans le domaine de la culture, c'est exactement la même chose. Et effectivement, enfin là, on est dans le fondement de l'économie touristique. Le fondement de l'économie touristique, c'est le service, c'est la qualité de la relation humaine qui s'instaure entre le visiteur et la personne locale, que ce soit un prestataire d'activité directe ou un habitant. Hein, la relation est extrêmement importante, puisque finalement, ce qui va nous rester de nos vacances, des séjours, des moments qu'on va vivre, c'est le cadre, c'est la rencontre que l'on aura fait ou les moments qu'on va partager avec les gens avec lesquels on est. Et puis aussi, c'est la découverte, au-delà des paysages, des gens, des habitants, des traditions. Et ça, c'est aussi un aspect sur lequel, en termes de promotion touristique, de levier de promotion, on est effectivement vigilant et il faut le travailler. La montagne vit toute l'année et vous ne cessez de vous le rappeler. Merci mille fois, Coron. Merci Stéphane. Vous le savez, Montagne TV, c'est également la chaîne de toutes les montagnes. Alors on va partir sur une montagne bien plus haute que les montagnes que nous avons dans la région. Nous allons nous intéresser à l'Everest avec un documentaire qui s'intitule Everest, rêve inachevé. On revient sur cette expédition de 1952, l'expédition genevoise, avec M. Lambert, qui avait ouvert la voie aux Anglais qui avaient finalement atteint le toit du monde en 1953. Et vous allez voir que ce sont finalement les petits-enfants qui sont arrivés en haut de l'Everest en 2002, soit 50 ans plus tard. C'est un documentaire qu'on vous propose actuellement sur Montagne TV. Je vous propose d'en voir un extrait et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de 2 heures de marche sur Montagne TV. Merci pour votre fidélité. Merci, Coron. Merci. Je l'avais donné à Tenzing en 1952 en lui disant, ben voilà, si tu y retournes, il te tiendra chaud. Et Tenzing l'avait pris avec lui dans l'expédition de 1953 avec les Britanniques. Mais alors, ce qui m'a profondément touché, impressionné, c'est qu'au retour de son expédition victorieuse de l'Everest en 1953 avec les Anglais, son premier souci était de me faire parvenir ce foulard par poste, recommandé, express, etc., en me disant, voilà une partie de toi qui est montée avec moi au sommet. Je demandais toujours à ma mère, est-ce que tu pourras me présenter un jour l'homme qui a gravi l'Everest? Et elle me disait, mais c'est celui qui vient chaque matin chez nous pour te réveiller et t'emmener faire une promenade. C'est lui le Tenzing.
Je n'arrivais pas à le croire et je continuais à chercher ce fameux Tenzing. Et ma mère, elle, me répétait avec patience que c'était bien mon grand-père, c'était bien lui qui avait vaincu l'Everest. Plus tard, j'ai admis l'évidence et je me suis senti tellement fier d'être son petit-fils. Si vous aviez connu mon grand-père, il vous aurait enthousiasmé. Malgré sa gloire, toute sa vie, il a conservé une grande humilité. C'est clair que j'étais grimpé au Salève avec lui. Puis tout gamin, on a fait des courses en montagne, etc. Mon père, c'était quelqu'un de puissant, mais tout à la fois vachement tolérant, respectueux de beaucoup de choses, respectueux des nouvelles tendances, respectueux des avis qui pouvaient différer, quoi. La tolérance fait qu'on ne juge pas les gens, hein, et il ne jugeait pas, hein. Et son leitmotiv, ça a toujours été de se faire plaisir finalement en montagne, hein. Il n'y avait pas d'esprit de compétition où il n'était pas poussé par un côté nationaliste. Ça fait 20 ans que je marche dans ses traces et j'ai jamais eu de pression de faire mieux ou tout aussi bien, etc. Parce que d'abord, je pense que j'arriverai jamais à faire aussi bien de ce qu'ils ont fait à l'époque, hein. Et voilà, j'ai jamais eu cette pression, quoi.